Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors après 5 jours de débat houleux et une nuit blanche, vous n'êtes pas très réveillés j'imagine, l'Assemblée a voté le projet de loi pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les débats chaotiques ou bien les rares moments de concorde? Déjà que le projet de loi a été adopté, parce que beaucoup pariaient sur l'incapacité que nous aurions à faire adopter ce projet de loi. Et ce qu'il faut en retenir, c'est ce qu'il permet pour les Français. Protéger leur pouvoir d'achat face au pic de l'inflation, à la fois la revalorisation des retraites, la revalorisation des minimums sociaux, des moments aussi de concorde. Je pense notamment à la question de l'allocation adulte handicapé. On déconjugalise, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap n'auront plus à arbitrer entre le fait d'être en couple et le fait de pouvoir bénéficier de cette aide sociale, parce que quand on est en situation de handicap, c'est pas une aide sociale comme une autre. Donc je crois que ce sont des avancées importantes, des enjeux de revalorisation du travail aussi, le triplement du plafond de la prime Macron, donc sans impôts ni charges, la question des heures supplémentaires défiscalisées. C'est tout ça. C'est aussi la protection des Français face au risque de pénurie en matière d'énergie. C'est un texte essentiel. C'est important qu'il ait pu être adopté, même si, en effet, on a eu des débats qui ont été parfois très chaotiques. Alors justement, la gauche, la NUPES, dit que finalement, cette loi, ça ne produit que des mesures qui ne sont pas pérennes. Et donc, c'est une déclaration de guerre contre les salaires. Parce que vous avez plutôt privilégié les primes. Ce qu'on a privilégié, c'est comment on agit tout de suite maintenant pour protéger les Français face à une situation qui est celle de l'inflation, avec 5,8% d'inflation aujourd'hui dans notre pays, même si elle est plus contenue que dans d'autres pays. Moi, ce qui m'étonne, c'est de me dire que la gauche n'a pas été au rendez-vous du tout de ce texte, puisque incapable de le voter, allant même jusqu'à voter contre. On peut considérer que ça ne va pas assez loin. On peut considérer, et je suis d'accord, qu'il va falloir que les salaires augmentent. Et en vérité, ils augmentent dans un certain nombre de secteurs parce que les difficultés de recrutement font que pour rendre plus attractifs des métiers, je pense à l'hôtellerie ou la restauration, eh bien les salaires ont augmenté. C'est le plein emploi qui crée aussi l'attractivité et qui crée l'augmentation des salaires. De là à voter contre, à la fin, sur ce texte, donc voter contre, encore une fois, l'augmentation des retraites, voter contre l'augmentation des APL, voter contre l'allocation adulte handicapé. Je crois que c'est de l'irresponsabilité de la part de la gauche et je ne suis pas certaine que ce soit ça que les Français attendaient de nous. Alors cette loi a été adoptée par 341 voix, dont celle du RN et celle de LR. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement penche définitivement à gauche et que c'est la fin du dépassement, à droite, pardon, est-ce que c'est la fin du dépassement ? En vérité, je pense que les choses vont se passer en fonction des textes, en fonction des projets de loi. Mais après, je ne peux pas miser sur l'ouverture ou le sectarisme des uns et des autres. Est-ce que c'est de bonne loi qu'encore une fois, la gauche vote contre toutes les mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français? C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qu'il faut aller interpeller et que les Français doivent interpeller en leur demandant pourquoi, à la fin, ils préfèrent voter contre, ce qui permet tout de suite d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Après, moi, je ne suis pas allée négocier ni avec l'extrême gauche, ni avec l'extrême droite. Il y a des lignes rouges qu'on se fixe parce qu'il y a des lignes rouges en matière de valeurs. Mais si la question implicite qui est posée par la gauche, c'est de dire qu'on devrait retirer un texte, qu'on devrait retirer un projet de loi de la discussion parce qu'il pourrait être adopté par les voix d'autres députés, ces députés ont été élus. Ils ont été élus par les Français. Et à la fin, moi, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce que ce texte va dans le bon sens pour les Français? La réponse était oui. Et je suis heureuse qu'il ait été adopté. Alors, le RN, la stratégie constructive affichée par le RN, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que, finalement, c'est pas du en même temps? Il critique votre action et en même temps, il vote vos lois. La vérité, c'est qu'on a un effet de contraste qui est extrêmement saisissant quand on siège au sein de l'Assemblée nationale, quand on siège dans cet hémicycle et qu'on voit à la fois la NUPES, donc l'alliance de la gauche et notamment la France insoumise, et puis qu'on voit de l'autre côté le Rassemblement national. Il y a ceux qui sont dans une logique en permanence d'obstruction, de sectarisme, violente aussi dans leurs expressions, et on l'a vu tout au long des débats. Et puis il y a ceux qui cherchent à acquérir une nouvelle respectabilité, une notabilisation. Et le problème, c'est que la gauche, en fait, elle sert sur un plateau la respectabilité du Rassemblement national. Parce que plus elle est vindicative, plus elle est sectaire, plus elle est violente, plus le RN on a l'impression qu'ils deviennent fréquentables et respectables. Et notre responsabilité, c'est d'aller les confronter sur le fond des sujets, sur les valeurs. La première proposition de loi que j'ai déposée, moi, c'est sur l'IVG, sur le fait de constitutionnaliser l'IVG.
Et là-dessus, je crois qu'on verra très clairement les lignes de fracture avec le Rassemblement national. Alors à partir de cet après-midi, on va aussi rentrer dans le dur, la facture carburant, le projet de loi rectificatif du budget. Est-ce que vous abandonnez la prime ciblée au profit du maintien de la ristourne? Et est-ce que cette ristourne, elle va être augmentée? 30 centimes, demande la LR. Alors, moi, ce que je veux, c'est que ce texte, à nouveau, il soit adopté. Si pour faire adopter ce texte, il faut renoncer, parce qu'à un moment, aller faire des compromis, c'est aussi accepter nous-mêmes de renoncer à certaines mesures qu'on avait envisagées. C'est comme ça qu'on aboutit à des compromis. S'il faut renoncer à cette mesure pour permettre l'adoption du texte et pour à la fin protéger les Français, pour que le prix payé d'essence, le prix payé à la pompe soit moins cher, alors oui, la réponse est oui, moi j'y suis prête et la majorité présidentielle votera en ce sens. Donc c'est vraiment le débat parlementaire. La ristourne sera relevée à 30 centimes. C'est vraiment le débat parlementaire dans les heures qui viennent, tout au long du week-end, qui va le définir. Mais si, pour aboutir sur ce texte et pour mieux protéger les Français, il vaut mieux abandonner l'idée immédiate d'une mesure ciblée pour permettre d'avoir une ristourne pour l'ensemble des Français sur le prix payé à la pompe, alors oui, ce sera à nous de faire cet effort. Donc a priori, ristourne 30 centimes au début, dégressive, et ensuite, 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien? Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que on sait bien que cette mesure, elle ne peut pas être une mesure pérenne. Aujourd'hui, 18 centimes, c'est 750 millions d'euros de dépenses chaque mois. Et 30 centimes, vous avez chiffré? Vous pouvez faire à peu près le ratio et vous voyez bien, évidemment, l'impact. Donc, si on maintient cette mesure et qu'on l'augmente jusqu'à la fin de l'année, évidemment, ça aura un impact. Ce qu'on veut et ce qu'on a proposé dans ce texte, c'est que au 1er janvier, ce soit aussi les chefs d'entreprise qui puissent prendre le relais. Que nous, État, on puisse défiscaliser les aides qu'ils donneront à leurs salariés pour les accompagner sur leur mobilité, le carburant, mais aussi d'autres types de mobilité, des mobilités plus durables. Donc c'est cette alliance État et entreprise qui doit pouvoir fonctionner. Alors, il y a aussi la suppression de la redevance qui devrait être examinée aujourd'hui. Alors l'audiovisuel public devrait être financé par une partie de la TVA. De combien et en quoi ça garantit à la fois les ressources et l'indépendance du service public? La proposition que j'ai formulée avec mon groupe, c'est en effet, on maintient l'engagement qui est celui du président de la République de dire qu'on doit continuer à baisser les impôts. Et donc, en effet, on supprime la redevance audiovisuelle telle qu'elle existait. Par contre, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que ça ne devait pas se faire au détriment du service public de l'audiovisuel, qui est un service public essentiel sur les enjeux d'information, de diversité, de culture en général et de la manière avec laquelle on doit le financer. Ce financement par la TVA. L'idée, c'est que plutôt que ce soit directement dans le budget de l'État qu'on vienne définir le niveau des dépenses, eh bien, c'est que ce soit une fraction d'un impôt qui existe déjà. On ne crée pas un impôt nouveau, la TVA, qui puisse venir le financer. Ça garantit mieux l'indépendance de l'audiovisuel public, ça pérennise ses ressources, et je crois qu'on arrive là à avoir vraiment en même temps, on baisse les impôts des Français, mais on garantit les ressources et l'indépendance de l'audiovisuel public. En même temps, on supprime une taxe, la redevance, pour en créer une autre finalement. On n'en crée pas une autre parce qu'on n'augmente absolument pas la TVA. On ne vient pas changer le mécanisme. C'est juste que la TVA existante, on dit qu'il y a une fraction de cet impôt-là qui va venir directement pour financer l'audiovisuel public, là où la gauche proposait la création d'une taxe nouvelle. Nous, ce qu'on dit, à l'issue des différentes tests, c'est ni dette supplémentaire, ni impôt supplémentaire, ni renchérissement du coût du travail. C'est un manque à gagner pour les caisses de l'État, de toute façon. C'est une nouvelle manière d'allouer, en effet, et de répartir la TVA. Mais je crois que le service public audiovisuel, encore une fois, les Français y sont attachés. On voit bien aussi les risques qu'on a de désinformation. Et tout cela a un coût. Et ce coût doit être financé par l'État. Alors un autre point du budget rectificatif, c'est la taxe exceptionnelle sur les super-profits que réclame l'opposition notamment. Qu'est-ce que vous dites? Il faudra effectivement faire une taxe ou au contraire vous estimez que la menace brandie peut convaincre notamment Total de faire un effort? Ce que je dis, c'est que le constat, c'est qu'on a en effet des entreprises qui ont réalisé des profits supplémentaires du fait d'une situation exceptionnelle et dramatique, qu'est la situation notamment en Ukraine. C'est ça concrètement qui se passe aujourd'hui. Et donc, le produit supplémentaire, il doit revenir en partie aux Français. Ça, le constat, on le partage. Après, est-ce qu'il vaut mieux une taxe qui viendra alimenter le budget de l'État et qui viendra dans un second temps soutenir les Français, ou est-ce qu'il vaut mieux tout de suite que ces entreprises contribuent à soutenir le pouvoir d'achat des Français? Moi, c'est ça que je souhaite. Et ces entreprises, elles vous ont dit, Banco, on va faire un effort? Concrètement, Total, nous disent que dès cet été, il est prêt à baisser le prix, par exemple, payé par les Français à la pompe. Et je crois que l'entreprise y est prête. Et sinon,
alors le législateur va prendre ses responsabilités. Encore une fois, les mesures fiscales, la possibilité de taxer, c'est en effet une option qui est la nôtre, qu'on doit pouvoir utiliser à bon escient. Mais moi, je préfère un gain tout de suite de pouvoir d'achat pour les Français, pour ceux qui doivent partir en vacances, pour ceux qui doivent pouvoir faire le plein, plutôt que espérer le produit d'une taxe dans un an ou deux.